Depuis environ 24 heures, Zelensky a limogé son nouveau ministre de la Défense, Fedorov, ce qui a complètement déconcerté le camp ukrainien. Beaucoup sont furieux. Il y a même eu une manifestation aujourd'hui. Mais en réalité, les choses ne sont pas tout à fait comme elles en ont l'air. J'ai une source qui a un accès direct à ce qui se passe à Kiev. D'après elle, une bonne partie de ces manifestations, contrairement à celle de Lviv la semaine dernière, qui dénonçaient l'enlèvement d'hommes ukrainiens pour les envoyer au front, auraient été en grande partie organisées par certains Européens qui appréciaient Fedorov. Et, apparemment, une partie de la corruption qui lui était reprochée leur convenait plutôt bien. Il semblerait aussi qu'il y ait eu des tensions entre Zelensky et Fedorov sur la direction à prendre pour développer les capacités militaires. Et il y avait également des frictions entre Fedorov et Syrski. Pouvez-vous nous aider à comprendre ce qui se passe exactement? Eh bien, l'augmentation, disons plutôt l'ingérence des Européens, surtout des Britanniques. Le FSB a démantelé Spiderweb 2. Vous vous souvenez, le premier Spiderweb, c'était des drones cachés dans des camions, des semi-remorques, et ces drones avaient décollé pour attaquer des bases aériennes où se trouvaient des bombardiers stratégiques. Et donc ça s'est passé, je crois que c'était, le 1er juin 2025, il y a un an. Incroyable. Il y avait donc un nouveau complot en préparation, mais le FSB l'a repéré, l'a suivi, et ils l'ont surveillé jusqu'au moment où ils étaient prêts à lancer l'opération, et ils ont tout arrêté. Eh bien, c'était une opération britannique. Impressionnant. La Russie a donc clairement fait savoir que, selon moi, ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'elle ne tire un missile Iskander sur le Royaume-Uni, peut-être sur l'une de ses usines ou encore sur le siège du MI6. Ils vont frapper quelque chose. Les Britanniques ne peuvent pas continuer à mener des actes de guerre sans en subir les conséquences. Cela dit, les Russes, dans leurs frappes nocturnes, visent désormais des quartiers généraux de l'OTAN. Et il est rapporté qu'ils ont tué plusieurs officiers de l'Alliance, principalement des Britanniques, mais aussi quelques Polonais. La Russie a donc intensifié ses ripostes. Comme l'a dit Peskov il y a une semaine, c'est désormais une guerre. Ce n'est plus une simple opération militaire spéciale, c'est une guerre. Oui, ça a des répercussions assez inquiétantes. On ne sait toujours pas vraiment ce que ça va signifier, simplement parce qu'il a dit ça. Je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois que tu étais venu, et on n'a toujours rien vu de concret. Mais ce n'était clairement pas un oubli de faire une telle déclaration. Avant de quitter ce sujet, je voudrais parler de Yulia Mendel. Elle a posté quelque chose sur X ce matin, et j'ai trouvé ça vraiment important. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle était la porte-parole de Zelensky quand il a commencé en 2019 avant de partir. Je crois même qu'elle le mentionne dans son message. Elle dit que rien ne changera jamais sous le régime de Zelensky, qu'il n'a pas besoin de changement, que ceux qui veulent améliorer les choses et rejoignent son gouvernement pour ça sont forcés de partir. Et elle ajoute qu'elle a connu beaucoup de personnes dans ce cas. Je suis parti quand j'ai compris que je ne pouvais rien changer et que Zelensky voulait le chaos. Oui, il voulait le chaos. Je suis parti au moment où j'ai compris que Zelensky fermait la porte à toute négociation avec la Russie. C'était à l'époque de la rencontre d'Istanbul. Elle, ça l'a profondément dégoûtée. Et le déclin des réformes était évident dans ses intentions. Le changement est impossible sous Zelensky. Et puis elle ajoute, il a besoin de la guerre, il a besoin de la corruption, il a besoin de l'autocratie. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Je pense qu'elle s'adresse surtout à ses amis occidentaux, que le problème, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Zelensky. Regardez la réalité. Il est au pouvoir depuis plus de 7 ans, et il n'y a toujours aucun plan, je le précise, pour organiser la moindre élection dans un avenir proche. En gros, c'est un dirigeant non élu,
avec le pouvoir de faire en sorte que ça ne change pas. Alors, est-ce qu'elle exagère un peu ou est-ce qu'elle a vraiment raison, selon vous? Non, elle a raison sur un point. Mais le vrai problème, c'est la corruption et les puissances. Tu vois, les éléments criminels derrière Zelensky. Ce sont eux qui empêchent que tout ça s'arrête. Parce que franchement, le train de la soupe roule encore très bien. Ils continuent de ramasser littéralement des centaines de millions de dollars. Et jusqu'à récemment, une grande partie de cet argent était blanchi par les Émirats arabes unis, à Dubaï. Mais ça passe aussi par la Lettonie, la Lituanie, par les pays baltes, et ça finit dans des banques des Caraïbes. Et une partie de cet argent, d'après ce qu'on m'a dit par quelqu'un qui a participé à la collecte des preuves, serait allé directement à feu Lindsey Graham. Donc, il ne peut pas profiter de ces gains mal acquis. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à se concentrer sur les personnalités, au lieu de prendre un peu de recul et de se demander, d'accord, quelles sont les véritables capacités d'ensemble? Est-ce qu'on voit, comme en Ukraine par exemple, la population se rassembler autour du drapeau, autour de Zelensky? Non, pas vraiment. Est-ce qu'ils arrivent à recruter assez de soldats pour remplacer ceux qui tombent au combat? Non plus. Leurs usines, est-ce qu'elles sont encore intactes? Est-ce qu'elles peuvent produire des obus d'artillerie et des drones? La Russie est en train de les détruire chaque nuit à Kiev, et ça fait déjà 4 jours que ça dure, et ça va continuer. Donc on ne peut rien montrer, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique ou politique, qui prouve que l'Ukraine est en train de réussir et de forcer la Russie à reculer. Oui, l'Ukraine cause bien quelques dégâts en Russie, notamment sur des raffineries, c'est vrai, c'est le coût de la guerre. Mais la réalité, c'est que la Russie inflige beaucoup plus de dégâts à l'Ukraine. Tu sais, si quelqu'un veut comparer ce que l'Ukraine lance et ce que la Russie lance, franchement, ça n'a rien de comparable. La Russie a clairement intensifié ses opérations de combat. Comme on en a déjà parlé, si on remonte à 2023, à l'époque, la Russie n'avait vraiment assez de troupes que pour se concentrer sur Bakhmut. Puis vers la fin de 2023, en entrant dans 2024, c'était Avdiivka. Encore une seule zone. Ils ne combattaient pas sur tout le front, ils se concentraient sur un seul secteur. Ensuite, ça a été Pokrovsk. Mais cette année, maintenant, ils opèrent sur 6 axes différents, depuis Soumy au nord, Kharkiv, jusqu'à Donetsk, puis Dnipropetrovsk, Zaporizhia et Kherson. Et dans chacune de ces zones, ils mènent en même temps de grandes opérations militaires. Ça étire les capacités de l'Ukraine. À un moment, ils vont craquer. Bon, je vais revenir dans un instant sur les 3 objectifs de la campagne d'été russe, tels que les a présentés Sean Bell. J'y viens dans une seconde. Mais d'abord, je veux revenir sur quelque chose que vous avez mentionné tout à l'heure, parce que je pense que c'est vraiment important pour comprendre où nous en sommes, de notre côté. Vous avez parlé du Royaume-Uni. Eh bien, Keir Starmer, bien sûr, s'apprête à quitter son poste de Premier ministre britannique et il a récemment fait une sorte de tournée d'adieu en Ukraine. Je crois que c'était hier, ou peut-être ce matin, il a prononcé un discours aux côtés de Volodymyr Zelensky. Et dans la première partie, il a dit en substance « Écoutez, il faut que tout le monde comprenne bien de quoi parle cette guerre. Elle concerne la liberté et la démocratie. » Je le dis très clairement, le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine ne faiblira pas. Et je le dis avec une vraie confiance, parce qu'il n'a pas faibli depuis le début de ce conflit. Il y a eu une unité entre les partis, et aussi à l'intérieur des partis, et il y a une vraie détermination du peuple britannique. C'est très significatif que maintenant, dans la 5e année de ce conflit, le drapeau ukrainien flotte toujours au-dessus de Downing Street. Il flotte encore sur les églises et les mairies à travers le pays, parce que les Britanniques comprennent ce pourquoi on se bat ici. La liberté et la démocratie.
des valeurs que nous ne considérerons jamais comme acquises. Eh bien, les Britanniques peuvent se laisser berner et croire ça. Mais quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, il s'agit de guerre, de corruption, d'autocratie. Et Keir Starmer semble encourager tout ça. Qu'en pensez-vous? Eh bien, cette ignorance délibérée, ce refus de voir que Zelensky et son parti, les banderistes, représentent un héritage idéologique aligné sur l'Allemagne nazie et sur le nouveau mouvement néo-nazi, c'est une idéologie claire. Et c'est justement ça qui rend tout cela si étrange. Parce qu'Israël soutient ardemment l'Ukraine, alors que l'Ukraine exalte des symboles nazis, les nazis qui ont perpétré la Shoah. Et les Israéliens disent « plus jamais ça, plus jamais ça ». Sauf que maintenant, ils financent les descendants de ceux dont les ancêtres assassinaient des Juifs. Et ça, ce serait acceptable. Il y a d'ailleurs un documentaire réalisé par un avocat britannique qui a fait un voyage avec les fils de Hans Frank et de von Wechter. Hans Frank, c'était le Gauleiter allemand qui contrôlait la Pologne, celui qui a mis en place tous les camps de la mort, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, en Pologne. Son homologue en Ukraine, c'était un type qui s'appelait von Wechter. Et donc, quand cet avocat a commencé à interroger ces hommes, ils avaient déjà la soixantaine bien avancée, la soixante-dizaine même. C'était il y a une dizaine d'années puisqu'ils étaient nés dans les années 40. Ils étaient encore de jeunes enfants quand leur père était en vie, en train de commettre toutes ces atrocités. Et quand ils sont allés en Ukraine, ils sont tombés sur un rassemblement d'Ukrainiens habillés en uniforme nazi, qui défilaient en chantant le Horst Wessel Lied, l'un des hymnes emblématiques de la SS. Et quand von Wechter, le fils, a été présenté à l'un de ces vétérans, un de ces vieux soldats de la Seconde Guerre mondiale, l'homme lui a dit « Ah, ton père était un grand homme, j'aimerais qu'il soit encore parmi nous. » Voilà ce que ces gens fous en Occident sont en train d'embrasser. Ils prétendent que c'est au nom de la liberté. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge pervers. La Pologne, parce que Zelensky faisait l'éloge de quelqu'un issu de ce même milieu, ce qui a vraiment mis beaucoup de Polonais en colère. Je veux dire, il n'a pas l'air du tout de s'en excuser. Oh non, on appelle ça le massacre de Volhynie, qui a eu lieu, je crois, entre 1943 et 1944. Il a fait au moins 100 000 morts, je pense plutôt autour de 140 000, des Polonais, surtout des femmes et des enfants. Il existe des images où les banderistes prenaient littéralement des enfants de 8-10 ans, leur passaient des fils de fer autour du cou, les accrochaient aux arbres et les laissaient s'étrangler et mourir. Ce sont des images que si vous essayez de les montrer sur YouTube, la chaîne serait immédiatement bannie. Donc vous voyez, on ne parle pas ici de victimes collatérales de la guerre. On parle d'une tentative délibérée d'exterminer un peuple. Parce que dans l'idéologie nazie, il y avait cette idée qu'il existait des surhommes et des Untermenschen, des êtres considérés comme inférieurs, moins qu'humains, si vous voulez. Et ça, c'est l'une de ces attitudes qui ont persisté en Occident. Pourquoi pense-t-on que l'armée américaine finançait des laboratoires de recherche biologique, au moins 25, en Ukraine? Ces laboratoires servaient, soi-disant, à développer des agents biologiques destinés à viser les Slaves, les Russes, pour détruire les Russes. Pourquoi? Parce que pour certains, les Russes ne seraient pas de vraies personnes, pas de vrais êtres humains. Comme les gens soi-disant supérieurs de l'Ouest, c'est une idéologie raciste, répugnante. Et ce qui est vraiment révoltant, c'est qu'il y a encore tant de gens en Occident qui y adhèrent. Eh bien, aussi malsain et tordu que ce soit, ce n'est pas suffisant pour oublier que Starmer, dans son discours précédent,
parlait de liberté et de démocratie, alors qu'en réalité, c'est bien plus lié à ce que vous venez d'évoquer ici. Et non seulement il a dit ça, mais en partant, Keir Starmer a affirmé que le camp ukrainien était en train de gagner. J'ai vu l'incroyable force et la résilience du peuple ukrainien, la volonté de faire d'une nation qui ne se laissera pas intimider, une nation qui peut-être n'a jamais été aussi sûre de son destin qu'aujourd'hui, une nation plus forte que jamais, une nation dont le courage a suscité le respect et l'admiration du monde entier. Parce que cette nation, Vladimir, grâce à un mélange de courage, d'intelligence et d'ingéniosité, n'a pas seulement été l'une des plus grands monuments du monde dans son règne. Vous l'avez repoussé. Quoi? Vous les avez repoussés? J'ai raté quelque chose en 2023 ou, je sais pas, ces derniers jours, quand Konstantinivka, par exemple, aurait été reprise. Ou qu'ils avanceraient dans ces autres directions, ces 6 axes dont vous parlez. Mais qu'est-ce que ce type fume, sérieusement? Oui, non, je veux dire, c'est justement ça le problème, Danny. Cette malhonnêteté de la part de ces dirigeants, surtout Starmer, Macron, Merz, Trump. On voit mensonge après mensonge, encore et ensuite ils se demandent pourquoi leur gouvernement perd du soutien. Trump nous a dit l'autre jour, le détroit d'Ormuz est ouvert. Eh bien non, il ne l'est pas. On peut dire qu'il est ouvert, mais ce n'est pas vrai. Et voilà que Starmer parle de l'Ukraine. Ce n'est pas seulement lui. Souviens-toi de Stubb, le président de la Finlande. Il y a une semaine, un lundi, sur CNBC. Il a dit « L'Ukraine est en train de gagner ». Non, pas en train de gagner. Pardon, il a dit « L'Ukraine a gagné ». C'est déjà fait. Victoire. Allez, sortez le champagne. Apparemment, on n'a plus besoin de livrer d'armes à l'Ukraine puisqu'elle a déjà gagné. Pourquoi leur donner encore des missiles patriotes? Ils n'en ont pas besoin. Ils ont gagné. Oui, j'ai dit ça parce que cette idée qu'on peut... C'est comme si la ferme des animaux prenait vie, tu vois. Un mensonge qui s'empile sur un autre, encore et encore, sans jamais qu'il y ait la moindre responsabilité pour ces mensonges. Et c'est, si on veut, le fil conducteur entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe avec l'Iran. L'Occident, et surtout les États-Unis, se mentent à eux-mêmes sur ce qui est en train de se passer. Et à un moment donné, la vérité finit par s'imposer. Et là, on se heurte à la réalité. Et tout à coup, il y a cette rupture totale, parce que ce qu'on croyait être la vérité se révèle être un mensonge complet. Oui, je sais que vous êtes un peu pressé par le temps, alors j'ai encore une dernière question pour vous. Laissez-moi vous montrer quelque chose que Sean Bell a mentionné. Voici, selon lui, son analyse de ce que la Russie prévoit de faire pour le reste de l'été. Il a dit qu'il y a 3 objectifs qu'ils veulent atteindre. Il semble qu'il y ait 3 priorités pour la Russie en ce moment. Évidemment, elles visent les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Pourquoi? On est en plein été. Alors pourquoi est-ce important? Parce que tout tourne autour de la base industrielle de défense. L'Ukraine est désormais invitée, sous licence, à produire toutes ses propres armes. Et pour ça, il faut de l'énergie. C'est pour cette raison que la Russie frappe ces installations. Il cible aussi les ports d'Odessa en particulier. Parce que bien sûr, l'exportation de céréales par l'Ukraine rapporte un peu de revenus, même si dans les faits, la majorité de l'argent vient maintenant de l'aide internationale. Et puis, il y a la ligne de front, à Kostiantynivka, l'une des grandes villes, une sorte de ville forteresse du Donbass. Les Russes y progressent très lentement, une guerre d'usure, vraiment. Mais il est clair qu'ils se concentrent sur une percée possible d'ici 1 an ou 2. L'année prochaine, ou dans 2 ans, il est fou, Seigneur. Franchement. Ce n'est pas quelqu'un d'ignorant, mais quand même, comment peut-on mentir à ce point?
Tu sais quoi? Je vais te répondre avant même que tu termines. Je ne pense pas qu'ils mentent, et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que même des gens que je respecte énormément croient sincèrement la même chose. Ils disent « regarde ce qu'ils ont fait depuis 2023. Ils ont avancé petit à petit sur cette partie-là, et il leur faudra sans doute encore 4 ans pour aller plus loin, avec tout ce qui s'ensuit. Peut-être qu'ils s'effondreront, ou quelque chose comme ça, mais probablement pas avant quelques années. Ils sont convaincus que c'est tout ce que la Russie est capable de faire. Oui, et non seulement ce n'est pas tout ce que la Russie peut faire, mais en plus, ils ont ignoré, enfin, ils n'ont pas vraiment suivi la chronologie du renforcement militaire russe. Si on revient à 2022, au moment où tout a commencé, la Russie a envahi l'Ukraine avec 125 000 soldats face à une armée de 800 000 hommes. Or, vous le savez par expérience, une force d'attaque a normalement besoin d'un rapport de 3 contre 1. Là, c'était l'inverse, un désavantage de 4 contre 1. D'accord. Et malgré ce désavantage, dans les 3 premiers mois, ils ont réussi à prendre et à reprendre Mariupol. Ensuite, ils ont cru, enfin, ils pensaient avoir trouvé un accord négocié. Ensuite, les États-Unis sont intervenus. L'Ukraine a lancé une contre-attaque en septembre 2022. Et à ce moment-là, Poutine a dit « Très bien, il va falloir mobiliser ». Ils ont mobilisé environ 300 000 réservistes. Ça a un peu changé la dynamique de la guerre, mais c'est toujours pas passé d'une opération militaire spéciale à une guerre totale, avec mobilisation générale. Puis, au cours des 3 années suivantes, la Russie a progressivement renforcé et augmenté ses effectifs. Vous savez, l'armée russe comptait environ 900 000 soldats d'actifs en 2022. Aujourd'hui, elle en compte à peu près 1 600 000. Donc, ils ont augmenté leurs effectifs de 700 000 et maintenant, ils sont vraiment capables de déployer plus de force. Alors, est-ce qu'ils ont avancé lentement la première année? Oui, c'est vrai, pour plusieurs raisons. Ils voulaient limiter leurs propres pertes et aussi éviter les victimes civiles. Et puis, ils n'étaient pas pressés. Donc, on verra bien. Moi, je mets quiconque au défi de démontrer que l'Ukraine s'en sort mieux aujourd'hui, économiquement, démographiquement ou sur le terrain. Montrez-moi le territoire qu'ils ont repris. Vous ne pouvez pas parce qu'ils ne l'ont pas fait. Ils perdent du terrain. Voilà. Ils sont littéralement, physiquement, en train de tout perdre sur toute la ligne. Dernière question avant que vous partiez. Que pensez-vous de cette idée selon laquelle la situation serait en train de basculer parce que la guerre des drones tournerait désormais à l'avantage de l'Ukraine? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, pas du tout. En fait, l'autre soir, ils ont lancé environ 300 drones vers Moscou. Tous ont été abattus. Donc Moscou, tu vois, continue de réagir à mesure que les menaces augmentent à cause de l'intervention occidentale. Et ça, c'était lié à l'aide occidentale apportée aux Ukrainiens sur le plan des drones. Mais les Russes en produisent beaucoup plus. Alors oui, l'Ukraine a causé quelques dégâts, c'est sûr, mais ce ne sont pas des dégâts paralysants. Ça ne change absolument rien à la situation stratégique. Tout ce que ça fait, c'est irriter encore plus les Russes, au point qu'ils se disent « Très bien, maintenant il va falloir les détruire ». Et cette destruction, elle inclura le Royaume-Uni. Eh bien, c'est une déclaration assez audacieuse. On verra bien. On peut seulement espérer que ce nouveau Premier ministre, celui qui va arriver, sera un peu plus malin et qu'il n'entraînera pas le Royaume-Uni vers cette fin terrible, qui pourrait même dégénérer en échange nucléaire. Espérons vraiment que ça n'arrive pas. En attendant, merci d'être venu, et bien sûr, il y a sonar21.com qu'on consulte souvent. Je vous conseille d'y aller aussi, parce que Larry
il publie toujours quelque chose de nouveau. Ce n'est pas seulement son style vestimentaire qui attire l'attention. Il a aussi des analyses vraiment pertinentes. Hé, regarde, cette chemise, c'est un cadeau d'un de mes lecteurs. Il était à Bali récemment et il m'a rapporté 2 chemises de là-bas. C'est génial, franchement. Ouais. C'est génial. Oui, j'ai remarqué pas mal de noir. Comme tu vois, moi aussi, je suis un peu branché là-dessus. Donc ça marchait bien aujourd'hui. Très cool. Bon, parfait. Merci. On se retrouve la prochaine fois, Larry, et on vous retrouve tous à 14h45 cet après-midi. On aura de nouveau le docteur Art Morani avec nous. Il va nous parler du point de vue iranien dans cette guerre. Il se passe pas mal de choses à l'intérieur du pays. On en a déjà évoqué quelques-unes ici. C'est vraiment le grand spécialiste du sujet et il va nous donner une analyse très claire, sans détour, de ce qui se passe en Iran et de ce qui risque d'arriver ensuite. Donc, rendez-vous à 14h45 cet après-midi. Merci beaucoup à tous et on se retrouve alors dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier, mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Hit that like button and share this with somebody you love.